J'ai payé le loyer de ma sœur, remboursé ses dettes et je lui ai même prêté ma voiture. Mais quand elle a eu un accident avec, elle a appelé la police contre moi et mes parents ont pris son parti. C'était sa dernière erreur. Je leur ai réservé un petit cadeau en retour. Je n'ai pas volé ma propre voiture. Ce fut la première phrase que j'ai prononcée. À l'agent de police, tandis que ma sœur se tenait à 3 mètres de moi. Pleurant comme si j'avais ruiné sa vie. Je m'appelle Catherine Martin. J'avais 30 ans. Et jusqu'à cette nuit-là, je croyais sincèrement qu'être là. Fille responsable signifiait avaler le manque de respect, payer des factures qui n'étaient jamais les miennes et prétendre que la loyauté familiale devait ressembler à un deuxième emploi. J'avais payé le loyer de ma sœur plus de fois que je ne pouvais les compter. J'avais effacé ses dettes de carte de crédit lorsqu'elle pleurait, disant qu'elle était à un mauvais mois de tout perdre. J'avais couvert ses frais de retard, ses remboursements de prêts, ses services publics, ses courses, et une fois même une caution parce qu'elle avait oublié d'économiser. Et parce que je continuais à l'aider, tout le monde supposait que je le ferais toujours. Puis elle a pris ma voiture sans vraie permission, l'a accidentée, et quand la police est arrivée, elle ne leur a pas dit qu'elle avait été imprudente. Elle ne leur a pas dit que je l'avais supplié de ne plus toucher à mes affaires. Elle m'a désigné du doigt et a dit que je l'avais permis. Mes parents sont arrivés. Et n'ont pas demandé si j'allais bien. Ils se sont précipités à ses côtés, ont regardé la voiture épave que j'avais mis 5 ans à payer, et ont décidé que j'étais le problème. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu complètement silencieux. Pas de colère, pas de désespoir, juste le silence. Parce que quand les gens confondent votre gentillesse avec une possession, le seul cadeau qu'il reste à leur offrir, c'est la vérité enveloppée de conséquences. Avant de vous raconter ce que ma sœur a dit à l'officier et ce qui s'est passé. Après que j'ai finalement cessé de la protéger, dites-moi quelle heure il est. Chez vous et d'où vous regardez. Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pendant des années, ma sœur avait un don pour transformer les urgences en responsabilité de tous les autres. Elle ne demandait jamais d'aide comme une personne normale. Elle créait des catastrophes, puis attendait que le reste d'entre nous panique suffisamment pour la secourir. Si son loyer était en retard, c'était parce que son manager avait réduit ses heures. Si sa carte de crédit était à découvert, c'était parce qu'elle n'avait pas le choix. Si elle empruntait de l'argent et ne le remboursait jamais, elle feignait d'être blessée que quelqu'un s'en souvienne. Je suis devenu la solution automatique de la famille. Mes parents m'appelaient avec les mêmes rengaines lassantes à chaque fois. C'est ta sœur, disait ma mère. Tu es meilleur avec l'argent. Tu sais comment elle est. Mon père ajoutait toujours, aide-la juste cette fois, Catherine. Nous lui parlerons après ça. Mais la discussion n'a jamais eu lieu. Les conséquences n'ont jamais eu lieu. Seule la facture est arrivée et, d'une manière ou d'une autre, elle me trouvait toujours. Le pire, c'est que j'ai contribué à les former à agir ainsi. Je pensais que dire oui me rendait généreuse. Je pensais qu'être utile signifiait être aimé. Je travaillais comme coordinatrice des opérations pour une entreprise de fourniture médicale. À Denver, passant mes journées à résoudre les retards d'expédition, à gérer les plannings et à m'assurer que tout le monde avait ce dont il avait besoin. Puis je rentrais chez moi et faisais la même chose pour ma famille. Je sautais des vacances parce que ma sœur avait besoin de payer son loyer. Je retardais le remplacement de mon vieil ordinateur portable parce qu'elle avait besoin d'un nouveau téléphone. Une fois, je lui ai donné ma carte de crédit d'urgence parce qu'elle avait promis de ne l'utiliser que pour l'essence. Elle a acheté des billets de concert. Au moment de l'incident avec la voiture, j'étais épuisé. D'une manière que le sommeil ne pouvait pas réparer. Ma voiture était la seule chose que je protégeais. C'était une Honda Accord grise. Rien d'extraordinaire, mais elle était à moi. Je l'avais remboursée en avance,
gardait chaque reçu d'entretien et la traitait comme la liberté sûre. Roux. Ma sœur connaissait ma règle, personne ne la conduisait si je n'étais pas là. Elle avait déjà détruit une voiture empruntée à l'université et avait convaincu nos parents que c'était de la malchance. Je refusais de devenir sa prochaine histoire de malchance. Ce vendredi-là, alors que je terminais une longue journée de travail, son texto est arrivé. J'emprunte ta voiture ce soir. J'en ai besoin pour quelque chose d'important. Ne panique pas. Mon estomac s'est noué. Je l'ai appelée immédiatement. Elle m'a ignoré. J'ai rappelé. Rien. Puis elle a envoyé un SMS, « Détends-toi. Tu es toujours si dramatique. » J'ai répondu, « Ne prends pas ma voiture. » Je n'ai jamais dit oui. Pas de réponse. Quand je suis rentré à la maison, ma place de parking était vide. Je suis resté là, fixant le rectangle sombre du trottoir où ma voiture aurait dû être, tenant mes clés comme une idiote. J'ai appelé mes parents avant quiconque. Ce fut mon erreur. Ma mère a soupiré comme si elle avait déjà choisi son camp. Catherine, elle en avait probablement juste besoin pour un petit moment. J'ai dit, maman, elle a pris ma voiture après que je lui ai dit de ne pas le faire. Ma mère a baissé la voix, ne transforme pas ça en affaire juridique. Elle est sous pression. Puis mon père a pris le téléphone, ta sœur n'a pas besoin d'une autre leçon ce soir. Calme-toi juste. À 1h48 du matin, mon téléphone a sonné. Le nom de ma sœur s'affichait à l'écran. J'ai répondu dès la première sonnerie. Il y avait du vent, du trafic, une sirène lointaine, et sa respiration rapide et saccadée. Catherine, a-t-elle dit, ne sois pas fâchée. Ces 4 mots m'ont tout dit. Où es-tu, ai-je demandé. Elle a commencé à pleurer, j'ai heurté quelque chose. Ma bouche est devenue sèche. As-tu heurté quelqu'un? Non. A-t-elle claqué? Bon sang, pourquoi demanderais-tu ça? Parce qu'avec elle, j'avais appris à vérifier le pire en premier. Elle m'a donné une intersection près de la lisière de la ville, puis a ajouté, tu dois venir ici et arranger ça. Pas, je suis désolé, Nug. Pas. Tu vas bien? Juste, arrange ça. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas appelé parce qu'elle avait peur. Elle a appelé parce que la facture était arrivée et qu'elle voulait me la remettre avant que l'encre ne sèche. La scène de l'accident était pire que ce que j'imaginais. Les lumières bleues et rouges rebondissaient sur le trottoir mouillé. Ma voiture était tordue contre un panneau de signalisation plié. Le pare-choc avant écrasé vers l'intérieur, de la vapeur s'échappant dessous le capot. Des morceaux de plastique scintillaient sur la route. Un pneu était à un mauvais angle, et je savais avant que quiconque ne me le dise que la voiture était probablement irrécupérable. Ma sœur se tenait près d'eux. L'ambulance, une couverture autour des épaules, l'air petite, blessée. Parfaitement mise en scène. Au moment où elle m'a vu, ses larmes sont devenues plus abondantes. J'ai couru vers elle en premier, car les vieilles habitudes sont difficiles à perdre. Tu es blessé, ai-je demandé. Elle a détourné le regard. Je vais bien. Que s'est-il passé? Ses yeux ont furtivement regardé l'officier tout proche. Peux-tu s'il te plaît ne pas commencer? Cela aurait dû me prévenir. L'officier s'est approché avec un bloc-notes et a demandé si j'étais la propriétaire enregistrée. J'ai dit oui. Il a demandé si j'avais donné la permission à ma sœur de conduire la voiture. J'ai dit non. Son expression a légèrement changé. Il l'a regardée. Elle a immédiatement pleuré. Plus fort. Ce n'est pas vrai. Catherine me laisse l'utiliser tout le temps. Elle savait que je l'avais ce soir. Je me suis tourné vers elle, stupéfaite. Quoi? Elle a continué à regarder l'officier, pas moi. Je lui ai envoyé un texto.
Elle n'a pas dit non avant plus tard. Elle fait toujours ça. Elle agit. Comme si elle aidait. Puis, quand quelque chose tourne mal, elle prétend n'avoir jamais été d'accord. C'était un mensonge si propre. C'est ce qui m'a le plus choqué. Ce n'était pas désordonné ou paniqué. C'était organisé. Elle l'avait construit sur juste assez de vérité pour paraître crédible. Oui, je lui ai envoyé un texto. Oui, j'ai répondu. Mais elle avait déjà pris la voiture, ignoré mes appels et fait exactement ce qu'elle faisait toujours. Agir d'abord, pleurer ensuite, puis laisser tout le monde gérer les dégâts. J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes. J'ai les messages, ai-je dit. Elle m'a envoyé un texto après l'avoir prise. Je lui ai dit de ne pas la conduire. Le visage de ma sœur a changé pour la première fois cette nuit-là. Sa peur semblait réelle. L'officier a lu les messages et la douceur a quitté son expression. Il lui a demandé, « Avez-vous eu la permission du propriétaire avant d'utiliser le véhicule ?» Elle a sangloté plus fort. Je pensais que oui. Elle me rend folle. Elle me fait toujours me sentir folle. Quand les faits échouaient, elle devenait fragile. Puis elle a dit, elle m'a donné les clés plus tôt cette semaine. Elle m'a dit que je pouvais l'utiliser quand je voulais parce que je traversais quelque chose. Mon sang s'est glacé. Plus tôt cette semaine-là, elle avait été dans mon appartement à pleurer au sujet du loyer. J'étais allé dans ma chambre pour un appel professionnel. Ma clé de rechange avait été sur le crochet de la cuisine. Le lendemain matin, elle avait disparu, et j'avais pensé l'avoir égarée. Elle l'avait prise. Avant que je puisse parler, une autre voiture est arrivée. Mes parents sont arrivés et ont couru vers elle en premier. Ma mère a serré ma sœur dans ses bras. Mon père a regardé ma voiture en ruine, puis moi. « Que as-tu fait ?» a-t-il demandé. « Pas ce qui s'est passé. »« Pas tu vas bien ?»« Que as-tu fait ?» J'ai dit, elle a volé ma clé de rechange, a pris ma voiture, l'a accidentée, et maintenant elle ment à la police. Ma mère m'a fusillé du regard. Comment peux-tu dire ça en ce moment? Regarde-la. Je l'ai regardée. J'ai regardé ma sœur enveloppée dans une couverture dont elle n'avait pas besoin, se cachant derrière une préoccupation qu'elle n'avait pas méritée. J'ai regardé mes parents la protégeant déjà des conséquences. Puis j'ai regardé ma voiture détruite et j'ai réalisé que personne ne me protégeait. Alors, pour la première fois, je n'ai pas adouci ma voix. Je vais déposer un rapport, ai-je dit, pour usage non autorisé, pour l'accident et pour la fausse déclaration si elle continue de mentir. Ma mère a halté. Mon père s'est rapproché. N'ose pas faire de ça une affaire criminelle. Je l'ai regardée. J'ai dit, elle l'a déjà fait quand elle a appelé la police et menti à mon sujet. Ma sœur a levé son visage en larmes. Si tu fais ça, a-t-elle chuchoté. Tu vas me détruire. Cette phrase ne m'a pas fait hésiter. Elle a tout confirmé. Elle comprenait parfaitement les conséquences. Elle croyait juste qu'elle devait arriver à d'autres personnes. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à une scène de crime. 43 appels manqués, 21 SMS, 3 messages vocaux de ma mère. Mon père a envoyé un message, « Nous devons parler avant que tu ne ruines cette famille. » J'ai fixé cette phrase longtemps. Pas avant qu'elle ne ruine cette famille. Pas avant qu'elle ne ruine ta vie. Avant que tu ne ruines cette famille. Dans leur version, la vérité était la menace. La responsabilisation était l'arme. Mon silence avait été la paix. Et maintenant que j'avais parlé, ils appelaient ça de la destruction. Je n'ai pas répondu. J'ai appelé ma compagnie d'assurance, puis le bureau de mon appartement pour les images de sécurité, puis un serrurier pour changer toutes les serrures de mon appartement.
Mes mains tremblaient, mais je continuais d'agir. Pendant des années, chaque fois que ma sœur créait une catastrophe, je me figeais émotionnellement et commençais à résoudre pratiquement. Cette fois, j'ai utilisé cette même compétence pour moi-même. J'ai sauvegardé des captures d'écran, téléchargé des journaux d'appel et rédigé une chronologie. Pendant que la nuit était encore fraîche. Le SMS, les appels ignorés, la place de parking vide, l'appel de l'accident, le mensonge sur les lieux. À midi, je ne tenais plus une histoire. Je construisais un mur. Les images du parking sont arrivées cet après-midi-là. Elle était là à 20h17. Elle entrait dans mon immeuble, capuche relevée, et repartait 3 minutes plus tard avec ma clé de rechange à la main. À 20h22, elle a déverrouillé ma voiture. Et est partie. J'ai regardé la vidéo 4 fois. On m'avait tellement souvent traité de dramatique que les preuves me semblaient de l'oxygène. Puis j'ai vérifié mes virements bancaires. Je ne les avais jamais additionnés parce que j'avais peur du chiffre. Paiement de loyer, renflouement de carte de crédit, service public, prêt d'urgence, virement d'argent avec des notes comme dernière fois, je jure. En 4 ans, je lui avais donné un peu moins de 38 000 $. 38 000 $ à quelqu'un qui se tenait sous les gyrophares de la police et essayait de me rendre responsable de son crime. À 16h, mes parents se sont présentés à mon appartement. Ma caméra de porte a montré ma mère se tenant trop près de l'objectif. Mon père. Derrière elle, les bras croisés. Je n'ai pas ouvert la porte. Ma mère a frappé. Quand même. Catherine, arrête de te cacher. Nous savons que tu es là. Mon père a dit, ça a assez duré. Ta sœur est terrifiée. Bien sûr, elle était terrifiée. Les conséquences avaient trouvé son adresse. J'ai parlé à travers le haut-parleur de la sonnette, je ne discute pas de cela. Sans avocat. Le visage de ma mère s'est tordu. Un avocat contre ta propre sœur. Non, ai-je dit, pour moi. Mon père s'est penché vers la caméra, là. Famille n'est pas un tribunal, Catherine. J'ai répondu, alors arrêtez de me traiter comme si j'étais coupable sans procès. Ma mère a commencé à pleurer. Elle a fait une erreur. On peut remplacer une voiture. On ne peut pas remplacer une sœur. J'ai regardé le nouveau verrouillé. J'ai dit, je n'essaie pas de la remplacer. Je lui retire l'accès à moi. Ils sont restés 12 minutes à frapper, supplier, menacer, et finalement partir. Après que mon père ait dit, si tu vas jusqu'au bout, ne t'attends pas à ce que nous te soutenions. C'était censé me faire peur. Au lieu de cela, cela a clarifié quelque chose. Il ne m'avait jamais soutenu. Il s'était appuyé sur moi, utilisant ma patience comme le sol sous leur fantasme familial. Ce soir-là, j'ai rencontré une avocate nommée Jane Ellis. Elle a écouté, pris des notes et posé des questions précises. Ma sœur vivait-elle avec moi? Non. Avait-elle une autorisation écrite d'utiliser le véhicule? Non. Avais-je des preuves que je lui avais dit de ne pas le faire? Oui. Avait-elle l'habitude d'emprunter de l'argent et de ne pas le rembourser? Oui. Quand je lui ai montré les images du parking, Jane a dit, c'est important. Quand je lui ai montré les SMS, elle a dit, c'est mieux. Quand je lui ai montré les virements bancaires, elle a expiré et a dit, Catherine, ce n'est pas un incident. C'est un schéma. Ce mot m'a frappé durement. Schéma. Pas de malchance. Pas de drame familial. Un schéma. Jane m'a expliqué mes options, coopérer avec la police, déposer une plainte civile pour les dommages non couverts par l'assurance, envoyer une lettre de mise en demeure formelle pour les prêts documenter, et demander à ma famille de cesser de me contacter directement. Puis, elle a dit, les gens qui profitent de votre silence applaudissent rarement.
Quand vous commencez à parler. Je lui ai demandé si j'étais cruel. Jane m'a regardé et a dit, la cruauté n'est pas de refuser de porter les conséquences de quelqu'un d'autre. La cruauté, c'est de vous demander de les porter pour toujours. J'ai quitté son bureau avec un dossier à la main et une étrange sensation dans la poitrine. Ma sœur avait menti à la police. Mes parents m'avaient donné un ultimatum. Alors, j'ai décidé de leur offrir un petit cadeau en retour. Chaque reçu, chaque message, chaque clip vidéo, chaque transfert, chaque parcelle de vérité qu'ils avaient passé des années à faire semblant de ne pas voir. Le cadeau n'était pas dramatique au début. C'était un classeur. Un simple classeur noir avec des onglets étiquetés. Car si j'avais appris quelque chose de mes années passées à réparer les désordres des autres, c'est que l'organisation pouvait être plus terrifiante que la colère. Onglet 1, la voiture. Onglet 2, les SMS. Onglet 3, l'argent. Onglet 4, les témoins. Onglet 5, les limites. J'ai imprimé les photos du parking montrant ma sœur prendre la clé de rechange. J'ai imprimé mes SMS lui disant de ne pas conduire ma voiture. J'ai imprimé le numéro d'incident de la police, la réclamation d'assurance, et 4 ans de virement. Je ne m'attendais pas à récupérer chaque dollar, mais je voulais que mes parents voient l'ampleur du trou qu'ils me demandaient sans cesse de combler. Jane a envoyé une lettre formelle à ma sœur lui demandant de conserver toutes les communications liées à l'accident et de cesser de faire de fausses déclarations sur mon consentement. Elle a envoyé une autre lettre à mes parents, expliquant que les menaces, les pressions ou les interférences devaient cesser. Le langage était poli, professionnel et plus froid que de l'eau glacée. Ma sœur a réagi exactement comme prévu. D'abord, des appels paniqués, puis des insultes, puis des messages de victimes. Elle a écrit en ligne, « C'est fou comme la famille peut se retourner contre vous quand vous êtes déjà au plus bas. » Elle n'a pas mentionné la clé volée, l'accident, la police ou le mensonge. Juste une vague tristesse, parfaitement emballée pour la sympathie. Ma mère a partagé le message. Cela m'a blessé, mais pas assez pour m'arrêter. Puis ma sœur a commis ça. Deuxième erreur. Elle m'a envoyé un message directement, « Si tu ne laisses pas tomber, je dirai à tout le monde que tu m'as donné la permission et que tu as changé ton histoire pour l'argent de l'assurance. » Je l'ai transféré à Jane. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, l'histoire de ma sœur a commencé à se fissurer. L'agent a demandé les images du parking. Mon expert en sinistre a demandé le rapport de police et ma déclaration. Le gérant de mon appartement a confirmé que ma sœur n'était pas autorisée à prendre quoi que ce soit de mon logement. Un voisin s'est souvenu l'avoir vue partir dans ma voiture parce qu'il promenait son chien et avait trouvé étrange qu'elle conduise si vite sur le parking. Chaque détail qu'elle pensait rester caché est apparu. Mes parents ont appelé le bureau de Jane au lieu de moi. Mon père a exigé une réunion de famille. Jane lui a dit que j'étais prête à rencontrer dans un endroit neutre en sa présence si le but était le remboursement et les limites, et non la pression émotionnelle. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence de Jane. Mes parents sont arrivés raides et offensés. Ma sœur est arrivée en retard, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, et a refusé de regarder le classeur. Jane a résumé les faits. Ma voiture avait été prise sans permission. La clé de rechange semblait avoir été retirée de mon appartement. Ma sœur avait accidenté le véhicule, et il y avait des déclarations contradictoires sur les lieux. Mon père a interrompu 2 fois. Jane l'a arrêté les 2 fois avec un calme, « S'il vous plaît, laissez-moi finir. » Puis elle a ouvert le classeur. Elle a glissé des copies sur la table. Le SMS où je disais, « Ne prends pas ma voiture. » L'image de ma sœur partant avec la clé. L'horodatage de ma voiture quittant le parking.
Le rapport d'accident. Et le message menaçant qu'elle a envoyé ensuite. Le visage de ma sœur changeait à chaque page. Pourquoi me fais-tu ça? A-t-elle chuchoté. J'ai finalement répondu, parce que tu te le laisses faire. Toi-même et que tu as essayé de me refiler la punition. Ma mère a couvert sa bouche. Mon père a fixé les documents comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Puis Jane est passée à la section argent. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, tout ce que j'ai payé pendant que vous me disiez que l'aider était ma responsabilité. Ma mère a tendu la main vers les pages, les yeux parcourant les colonnes, loyer. Dette, service public, virement d'urgence, virement d'urgence, virement d'urgence. Le total en bas a fait trembler sa main. Catherine, a-t-elle chuchoté, je ne savais pas que c'était autant. Je l'ai regardé et j'ai dit. Tu n'as pas demandé parce que ne pas savoir rendait les choses plus faciles. Ma sœur a claqué, alors maintenant tu comptes les points. J'ai dit, non. Je montre le tableau des scores que tu as construit. Jane a expliqué la résolution proposée, ma sœur coopérerait à l'enquête, corrigerait toute fausse déclaration concernant la permission, accepterait la responsabilité de la franchise et des dommages non couverts par l'assurance. Signerait un accord de remboursement pour une partie des prêts documentés, et cesserait de me contacter directement. Ma sœur a ri. Je ne signe rien. Jane a hoché la tête. C'est votre choix. Alors nous procéderons. Formellement. C'est alors que mon père s'est finalement tourné vers ma sœur. Vraiment tourné. As-tu pris la clé de rechange? A-t-il demandé. Ma sœur s'est figée. Ma mère a chuchoté son nom. Et dans ce minuscule silence, le mythe familial s'est brisé. Ma sœur n'a pas avoué dans un moment dramatique de film. Elle a fait quelque chose de pire pour elle-même. Elle a attaqué. Je l'ai prise parce qu'elle n'aide jamais à moins de pouvoir contrôler les gens, a-t-elle dit, me désignant du doigt. Elle voulait que je supplie. Elle veut toujours que je supplie. Ma mère a tressailli. Mon père a fermé les yeux. Jane a écrit quelque chose. Je suis resté très immobile parce que je comprenais ce qui venait de se passer. Elle avait admis avoir pris la clé. Elle l'avait enveloppée de blâme, mais la vérité était à l'intérieur. Jane a levé les yeux. Donc, vous avez retiré la clé de rechange de l'appartement de Catherine sans sa permission? Ma sœur a réalisé trop tard, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon père a prononcé son nom de nouveau, cette fois-ci d'une voix gravée. Dangereuse. Elle s'est tournée vers lui. Ne fais pas l'étonner. Tu m'as toujours dit que Catherine arrangerait tout. Le silence s'est fait dans la pièce. C'était là, le secret sous-jacent à tout notre système familial, prononcé par la personne qui en avait le plus profité, tu m'as toujours dit que Catherine arrangerait tout. J'aimerais pouvoir dire que d'entendre ça a guéri quelque chose. Ça n'a pas été le cas. Ça m'a laissé vide. Pendant des années, je m'étais demandé si j'imaginais le montage. Peut-être étais-je trop sensible. Peut-être ma famille en demandait-elle trop parce qu'il me faisait confiance. Peut-être l'amour était-il simplement différent dans notre maison. Mais ma sœur l'a dit. Clairement, il l'avait formé à me voir comme le plan B. Et il m'avait entraîné à avoir honte si je refusais. Ma mère a commencé à pleurer pour de bon alors. Pas fort, pas théâtral. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage alors qu'elle regardait de ma sœur à moi. Nous pensions maintenir la paix, a-t-elle dit. J'ai presque cru qu'elle le pensait. Je savais aussi que la paix construite sur l'épuisement d'une seule personne n'est pas la paix. C'est une prise d'otage avec de meilleures manières. Mon père s'est frotté le front et, pour une fois, il avait l'air vieux. Nous avons fait des erreurs, a-t-il dit. Ma sœur a ricané. Incroyable.
Maintenant tout le monde est contre moi. Personne n'était contre elle. C'était la partie qu'elle ne pouvait pas comprendre. Nous ne nous tenions plus entre elle et les conséquences. Pour elle, cela ressemblait à une trahison. La réunion s'est terminée sans qu'elle ne signe. Elle est partie en furie, me traitant de monstre dans le couloir. Mes parents sont restés en arrière. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Ma mère a tendu la main sur la table comme si elle voulait me toucher. La main, mais s'est arrêtée à mi-chemin. Catherine, je suis désolée, a-t-elle dit. L'excuse est arrivée, mais pas profondément. Peut-être parce qu'il était tard. Peut-être parce que certaines excuses ne sont pas des ponts. Elles ne sont que des marqueurs montrant où le pont se trouvait. Autrefois. J'ai dit, je ne suis pas prête à vous pardonner. Ma mère a hoché la tête, pleurant plus fort. Mon père a semblé vouloir argumenter, puis non. C'était nouveau, ai-je continué. Je ne retire pas le rapport. Je ne paie plus de facture pour elle. Je ne prends plus d'appels concernant ces urgences. Si vous choisissez de continuer à la secourir, c'est votre décision. Mais mon argent, ma maison, ma voiture et mon nom ne font plus partie du plan de sauvetage. Ma voix ne tremblait pas. J'ai remarqué ça. Ils l'ont remarqué. Aussi. Le processus formel a ensuite avancé plus rapidement. La situation d'assurance de ma sœur était un désordre, car elle ne figurait pas sur ma police et n'avait pas l'autorisation de conduire. Mon assurance a couvert une partie de la perte après enquête, mais la franchise et les coûts restants sont devenus une affaire civile. Le rapport de police a reflété le litige d'utilisation non autorisée et les preuves fournies. Que l'accusation devienne grave ou non n'était plus quelque chose que j'essayais de contrôler. C'était important pour moi. Je n'avais pas besoin de la détruire. J'avais besoin de cesser de la protéger de la vérité. Mais les conséquences ont une façon de s'accumuler lorsque quelqu'un a passé des années à les esquiver. Ma sœur a perdu son appartement parce que l'argent qu'elle attendait de moi n'est jamais arrivé. Elle a appelé mes parents, mais ils étaient déjà submergés par leur propre facture après des années à l'aider de manière plus modeste. Elle a essayé d'emprunter à des amis, mais sa campagne de sympathie en ligne a eu l'effet inverse quand l'un d'eux a vu son message menaçant dans les documents que j'avais fournis lors de la réclamation civile. Les gens ont commencé à poser des questions, pas publiquement au début, mais tranquillement, en privé. Le genre de questions qui ruine une histoire de victime soigneusement construite. Une semaine plus tard, elle m'a envoyé un email. L'objet était « Tu as gagné ». Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Mon premier instinct a été de me sentir coupable, ce qui m'a mise en colère contre moi-même. Même après tout, une partie de moi voulait encore vérifier si elle allait bien. Le traumatisme ne disparaît pas parce que vous prenez une décision forte. Les schémas ne s'évanouissent pas parce que vous les nommez enfin. Je suis resté devant mon ordinateur portable ouvert pendant 10 minutes avant de transférer l'email à Jane, sans l'ouvrir. Jane m'a dit plus tard que ce n'était pas des excuses. C'était une exigence déguisée en excuse. Ma sœur voulait que je signe une déclaration disant que la voiture avait été un malentendu afin qu'elle puisse éviter des dommages à long terme. Elle a aussi écrit que si je l'aimais, je ne laisserais pas une mauvaise nuit définir son avenir. Une mauvaise nuit. Cette phrase est restée gravée en moi. Ce n'était jamais une mauvaise nuit. C'était 4 ans de paiement, une clé volée, une voiture détruite, une fausse déclaration, une famille entraînée à détourner le regard. L'accident n'était pas le début. C'était juste la première fois que ces choix laissaient des traces de freinage suffisamment claires pour que tout le monde puisse les voir. Mes parents m'ont demandé de les rencontrer pour un café 2 semaines plus tard. J'ai failli dire non. Puis j'y suis allé, non pas parce que je leur devais quoi que ce soit, mais parce que je voulais entendre ce qu'ils diraient. Sans ma sœur dans la pièce.
Ma mère semblait nerveuse. Mon père semblait humilié. D'une manière que je n'avais jamais vue. Il a dit, nous vous avons manqué. Pas, nous avons tous fait des erreurs. Pas, les choses ont dégénéré. Nous vous avons manqué. J'ai fixé mon café parce que le regarder me faisait mal. Ma mère a dit qu'ils avaient commencé à aider ma sœur à trouver un plan de paiement, mais qu'ils ne lui donnaient plus d'argent directement. Elle a dit qu'il lui avait dit qu'elle avait besoin de conseils, d'orientation financière et de responsabilité légale. Je ne savais pas si cela durerait. Je ne le sais toujours pas. Mais c'était la première fois qu'il parlait d'elle comme d'une adulte responsable de sa propre vie. Puis ma mère a demandé: que pouvons-nous faire pour arranger ça avec toi? Cette question aurait dû faire du bien. Au lieu de ça, elle m'a semblé impossible. J'ai dit, vous pouvez arrêter de me demander de revenir à un rôle qui me tuait. Mon père a hoché la tête lentement. Ma mère a pleuré de nouveau. Je ne l'ai pas réconfortée. Cela peut sembler froid, mais c'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. J'avais passé toute ma vie à gérer les émotions des autres. Ce jour-là, j'ai laissé ma mère avoir les siennes sans en faire mon travail. La retombée finale est arrivée 3 mois plus tard dans une salle de conférence de tribunal, pas un procès dramatique avec un public bondé. Les vraies conséquences sont souvent plus discrètes que ce que les gens attendent. Ma sœur avait l'air fatiguée, pas faussement fatiguée, vraiment fatiguée. Les lunettes de soleil avaient disparu. L'attitude était plus faible. Elle avait un avocat commis d'office pour l'affaire connexe et avait accepté une résolution qui incluait une restitution, une déclaration corrigée, des travaux d'intérêt général et un suivi psychologique obligatoire. Sur le plan civil, elle a signé un accord de remboursement pour la franchisée. Une partie de l'argent documenté qu'elle avait emprunté sous de claires promesses de remboursement. Ce n'était pas la totalité des 38 000 $. Je ne m'attendais jamais à cela. L'argent importait, mais ce n'était plus le point essentiel. Le point essentiel était que pour une fois, sa signature était sous ses propres conséquences au lieu des miennes. Avant de signer, elle m'a regardé et a dit, « Tu es heureuse maintenant ?» La vieille Catherine se serait expliquée. Elle aurait dit, « Non, bien sûr que non. Je n'ai jamais voulu ça. Je t'aime. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. » Elle aurait essayé d'adoucir la vérité pour que ma sœur puisse l'avaler sans s'étouffer, mais je n'étais plus disposé à mâcher la réalité pour elle. J'ai simplement dit, « Je suis libre maintenant. » Elle a détourné le regard là. Première. Mes parents sont venus avec elle ce jour-là, mais ils ne se sont pas assis à ses côtés de la même manière protectrice. Ma mère s'est serrée dans ses bras. Mon père a gardé les mains jointes. Quand ma sœur a essayé de les blâmer. Dans le couloir, vous la laissez vraiment me faire ça. Mon père a dit, tu as fait ça. 3 mots. Simple, tardif, nécessaire. Ma sœur le regarda comme s'il avait parlé une langue étrangère. Peut-être que la responsabilité lui paraissait étrangère. Elle avait vécu si longtemps dans une maison où l'amour signifiait le sauvetage que tout le reste ressemblait à de la cruauté. Une fois tout signé, Jane m'a raccompagné jusqu'à l'ascenseur. Elle m'a demandé comment je me sentais. J'ai pensé mentir et dire soulagé. J'étais soulagé, mais ce n'était pas toute la vérité. Je ressentais aussi du chagrin. J'avais perdu une voiture, de l'argent, de la confiance, et le fantasme que ma famille me protégerait si la vérité était assez évidente. J'avais aussi perdu la version de moi-même qui croyait que l'amour devait être prouvé par l'autodestruction. Cette perte faisait mal, mais elle faisait aussi de la place. Le petit cadeau que je leur avais fait n'était pas de la vengeance, comme ma sœur l'avait imaginé. Je n'ai pas crié de secret lors d'un dîner de famille. Je ne l'ai pas détruite en ligne. Je n'ai pas cherché l'humiliation pour le divertissement. Je leur ai donné des preuves.
Je leur ai donné le silence là où ils attendaient la panique. Je leur ai donné des limites là où ils attendaient la culpabilité. Je leur ai donné la vérité dans un classeur si bien organisé qu'ils ne pouvaient pas le transformer en une nouvelle excuse. Et ce cadeau a tout changé. Ma voiture a finalement été déclarée perte totale. Le dédommagement de l'assurance n'était pas parfait, mais suffisant pour que j'achète une autre voiture d'occasion après avoir ajouté quelques économies. La première fois que je l'ai ramenée à la maison, j'ai pleuré sur le parking. Pas à cause de la voiture elle-même, mais parce que personne n'en avait la clé. Sauf moi. Ce petit fait me semblait énorme. J'ai changé mes contacts d'urgence. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne dans une autre banque. J'ai arrêté de partager mes abonnements, mots de passe, cartes et explications. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger tous les soirs à 22h. Au début, le silence semblait étrange. Puis il m'a semblé être de l'oxygène. Ma sœur a essayé de me contacter de nouveau. Anniversaire, vacances, email. Nocturnes aléatoires avec des titres comme S'il te plaît, lis et tu me manques. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Une fois, des mois plus tard, elle a envoyé un message qui disait simplement « Je suis en thérapie. Je sais que je t'ai blessé. » J'ai lu celui-là. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être qu'un jour, il y aura une conversation. Peut-être pas. Le pardon n'est pas une porte que les gens peuvent ouvrir en donnant un coup de pied parce qu'ils ont enfin trouvé les bons mots. C'est quelque chose que je décide depuis le côté sûr de la serrure. Mes parents et moi sommes encore en train de reconstruire lentement et de manière inégale. Ils m'invitent à dîner maintenant sans mentionner les problèmes de ma sœur. Parfois ma mère se surprend à dire qu'elle a des difficultés et puis elle s'arrête. Mon père m'a demandé une fois si j'avais besoin d'aide pour quelque chose. Et quand j'ai dit non, il n'a pas eu l'air déçu. Cela peut sembler anodin, mais dans ma famille, les petits changements sont parfois les seuls crédibles. Je ne fais plus confiance facilement, mais j'observe les schémas. Les excuses sont des mots. Les schémas sont des preuves. Le plus étrange, c'est que les gens me demandent encore si je pense que je suis allé trop loin. Ils ont appelé la police, un avocat, un accord de remboursement, et ils imaginent que j'ai choisi la punition plutôt que la famille. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ma sœur a appelé la police pour moi après avoir accidenté ma voiture. Mes parents ont pris son parti avant de demander la vérité. Je n'ai pas créé l'incendie. J'ai juste cessé de les laisser utiliser ma vie comme un seau d'eau. Alors non, je ne le regrette pas. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Je regrette chaque fois que j'ai confondu être utile avec être aimé. Je regrette d'avoir appris aux gens que mes limites étaient négociables s'ils pleuraient assez fort. Mais je ne regrette pas le classeur. Je ne regrette pas l'avocat. Je ne regrette pas le rapport. Et je ne regrette absolument pas le moment où j'ai cessé de sauver quelqu'un qui était prêt à me laisser me noyer. Parce que parfois, la famille que vous continuez à protéger ne vous protège pas. En retour. Parfois, la personne qui vous traite de cruel n'est en colère que parce que vous avez cessé d'être utile. Et parfois, la plus grande vengeance n'est pas de ruiner la vie de quelqu'un. C'est de reprendre sa propre vie si complètement qu'ils ne peuvent plus atteindre les parties de vous qu'ils avaient l'habitude de contrôler. C'était le cadeau que je leur ai fait. Pas la haine, pas la vengeance pour la vengeance. Juste la vérité enveloppée de conséquences, livrée aux personnes qui pensaient que je resterais toujours silencieuse. Notre équipe essaie toujours de créer de meilleurs scripts avec des émotions fortes, des messages réfléchis et des leçons de vie utiles pour chaque spectateur. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une histoire fictive créée pour divertir et éduquer à travers une narration dramatique. Nous espérons que le message qu'elle véhicule pourra inspirer une réflexion, en
particulier pour quiconque s'est déjà senti ignoré, jugé ou traité injustement.